deux chiffres qui m'interpellent beaucoup, docteur. C'est 93% des rivières sont contaminées. Et deuxième chiffre qui m'a encore plus interpellé, c'est que 100% des femmes enceintes sont porteuses d'un cocktail de PE, pesticides, dioxines, PCB, médicaments, métaux lourds, dans lesquels baignent tous les enfants qui naissent actuellement en France. Oui. C'est des chiffres chocs ou c'est vrai ? Ce sont des chiffres officiels. Hein. Simplement, ils ne sont pas relayés par les médias et les femmes enceintes ne sont pas mises au courant qu'il faut qu'elles se protègent et qu'elles s'occupent de leur eau, comme d'ailleurs chacun de nous. Hein. On a tous à faire ça. Alors, c'est vrai, j'ai une formation médicale. Je vais passer vite sur les conflits avec l'Ordre des médecins. J'ai été radié au 1er janvier de cette année, 10 ans après ma retraite, pour le travail que je vais vous montrer là. Donc, c'est pas que ça m'atteint profondément, mais ça montre qu'il y a un schisme profond, si vous voulez, entre s'occuper de la santé et gérer la maladie. On est dans deux mondes, quoi. Et moi, j'ai envie de partager avec vous essentiellement les aspects qui peuvent vous être utiles tant dans votre santé personnelle. Il y a beaucoup de praticiens de santé ici. Vous allez voir que vous pouvez vraiment tirer profit de cette intervention en couplant la structuration de l'eau avec la lumière qui structure l'eau de toute façon. Et c'est par le biais de la structuration de l'eau dont je vais parler cet après-midi qu'en fait tout se fait, puisque c'est le 4e état de l'eau et c'est de lui que dépend toute la vie biologique. Donc, je vais commencer et passer rapidement sur certaines choses. Je demanderai votre indulgence. Je voulais d'abord remercier, j'ai oublié de le faire, Christian et Vincent Agrapard, ainsi que François Louboff, avec qui j'ai eu les échanges pour venir ici, de m'avoir invité et de me permettre cet échange. Donc, l'eau et la conscience, on ne peut pas regarder l'eau comme un substrat, comme une matière ou comme une denrée, c'est quelque chose de bien différent de ça. Et j'aimerais que, voilà, effectivement, vous puissiez le comprendre et le mettre en pratique ensuite dans votre vie de tous les jours. Je vais donc demander votre indulgence, c'est parce qu'il y a des moments où je vais passer vite. Je sais que le temps est compté, donc il y a des choses sur lesquelles j'aimerais pouvoir partager avec vous après cette conférence, qu'on ait des échanges et que ce ne soit pas que moi qui parle. La guerre de l'eau, elle a commencé depuis longtemps parce qu'elle est couplée au contrôle des ressources et de l'énergie et donc des consciences. Ça, peut-être que vous le savez déjà tous. Mais on nous ment d'une manière éhontée sur la quantité d'eau disponible et on nous prépare à la peur du manque et donc, bien sûr, à l'augmentation des tarifs, au fait que toute l'eau va être séquestrée dans des bouteilles et vendue très cher, voire qu'on pourra contrôler la santé des populations. Il existe des quantités phénoménales d'eau sous la croûte terrestre. Ça a été décrit par des hydrogéologues et en particulier le docteur Stephen Rees. Les images que vous voyez ici sont tirées de la revue Nexus numéro 142. Et elle décrit tout le travail que Stephen Rees a pu faire parce qu'il a creusé des puits dans de nombreux pays. Et il a montré qu'en fait, il y avait différentes qualités d'eau et surtout deux cycles. Un cycle de surface qui inclut l'évaporation, les nuages, la pluie. Et puis ce cycle d'eau aboutit à une eau qui est polluée par toutes nos activités et qui est difficilement en fait consommable et utilisable sans conséquences fâcheuses. Mais il existe une autre eau qui utilise en fait les zones sismiques anciennes et où il y a des cheminées qui restent des failles, et cette eau est produite par la Terre elle-même dans les réactions chimiques. Elle produit une eau qui monte sous pression, sous la croûte terrestre. Et cette eau arrive à la surface dans certaines circonstances. Elle peut monter et donner naissance à une source au-dessus d'une montagne, ce qui est curieux. Elle peut arriver sous un lac et se mélanger à l'eau de surface. Et puis, elle peut arriver également par l'océan, vers l'océan, où elle peut être en réserve dans une zone où si on apprend sur le plan de la géologie à la repérer, on peut trouver une source d'eau très abondante parfois et complètement consommable. Elle n'a aucune pollution, elle ne connaît pas en fait la pollution de surface. Un des moyens pour différencier une eau primaire d'une eau de surface, c'est qu'elle ne contient pas de tritium. Tout ce qui a été fait comme réaction atomique ou expérience atomique à la surface de la Terre a contaminé toute l'eau, et la marque de l'eau qui a appartenu à ce cycle, c'est le tritium. Voilà Stephen Rees.
Il a creusé des puits dans plus de 800 puits dans 50 pays, et avec des quantités d'eau phénoménales. Il a creusé dans le désert, à Damas. La ville de Damas est alimentée par une source qu'il a creusée. Et puis il arrive qu'on ait de temps en temps, comme ici, une arrivée à la surface de cette eau profonde qui est d'une pureté exceptionnelle. On l'a appelée ici en Croatie l'œil de Dieu. Alors je vais passer à la structure moléculaire de l'eau. Il faut savoir, vous savez tous, qu'on est tous constitués d'eau, un peu plus dans notre cerveau, qu'il y a un peu plus d'eau libre quand on est petit et un peu moins quand on a vieilli et que le corps se dessèche. Surtout, ce qui est essentiel, c'est que l'ADN cellulaire ne peut pas fonctionner sans eau, c'est-à-dire que toute l'information qui arrive dans nos cellules passe automatiquement par la lumière. De la lumière à la cellule par l'eau, je veux dire. Et que donc le fonctionnement des cellules, de nos cellules, dépend en fait des biophotons qui sont donc de la lumière captée et émise par les cellules. Ça rejoint complètement le travail que vous faites, parce qu'il est le langage universel de la vie, mais aussi de la conscience. Donc je ne sais pas si vous connaissez tous ce travail de Fritz Albert Popp sur la biologie de la lumière. Ça a été écrit en 1980. On aurait dû sûrement l'utiliser dans toutes les universités parce qu'il est tout à fait essentiel. Et il montre que tous les organismes vivants émettent une bioluminescence qui est 10 fois, moins 18 fois moins intense que la lumière du jour. Donc c'est un tout petit rayonnement, mais ceux qui sont clairvoyants le voient. Et ça suffit pour informer, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'une intensité très forte. Tous les organismes communiquent à travers cette lumière et tous les ADN communiquent entre eux à travers cette lumière. Au moment de la mort, il y a une intensification très forte du rayonnement, comme si la cellule restituait toute la lumière qu'elle a emmagasinée, puis elle meurt après. On a appelé ça donc le champ du signe. Quand on fait des images GDV, je vais vous parler du GDV tout de suite après. Quand on fait des images GDV, c'est une manière de capter la lumière d'un organisme et de qualifier l'état dans lequel se trouve cet organisme. Je vais vous montrer des photos de ça pour des êtres humains. Donc le rayonnement disparaît ensuite à la mort. Les photons, ils sont capables d'activer la division cellulaire directement dans l'ultraviolet et donc de modifier la structure et donc la fonction aussi. L'expérience de Popp, c'était de mettre deux tubes à essai en quartz avec une culture cellulaire qui a été divisée en deux. Au milieu, il y a un filtre qui est soit en verre, soit en quartz, et puis de détruire une des deux cultures cellulaires avec des rayonnements ou un processus chimique, et puis de voir s'il y a une membrane en quartz au milieu, de voir l'autre culture se mettre à mourir sur le même mode avec le même effet, comme si elle avait pris le toxique alors qu'elle n'a pas été exposée. Et si c'est une membrane de verre, ça ne se fait pas. Ce qui attestait que le quartz laisse passer les ultraviolets et le verre non. Ça atteste de la communication résiduelle à distance de chaque moitié de culture, qui est interrompue par le verre, mais qui est préservée par l'ultraviolet. Et ça témoigne aussi du fait que les cellules restent corrélées à distance et qu'il y en a la moitié de la colonie qui meurt, l'autre va mourir aussi. C'est de cette manière qu'on peut parler aussi d'intrication, d'interdépendance et de solidarité. Si effectivement cette information elle passe dans l'ultraviolet, ça peut vouloir dire que toutes les cellules de notre organisme et de tous les organismes sont continuellement corrélées, reliées et interdépendants, et que si on sait utiliser cette lumière, elle est capable de réparer beaucoup de choses à l'intérieur. Et probablement pas que l'ultraviolet. Mais Popp a montré qu'il y avait une longueur d'onde d'environ 400 nanomètres qui existe dans tout le règne vivant et qui répare l'ADN, donc peut réparer aussi des tendances cancéreuses. L'autre aspect intéressant, c'est que s'il y a une communication non locale, c'est-à-dire à distance, et non matérielle, c'est-à-dire seulement par une onde, alors l'information qui est partagée, elle peut l'être lors d'une épidémie, par exemple de Covid ou de grippe ou d'autres, simplement avec l'information qui est transmise par des canaux télévisés ou autres, et la peur à la clé. Et qu'on peut rendre malade quelqu'un simplement avec l'information qui lui est transmise s'il est dans un état réceptif à cette peur-là. Et la peur rend réceptif.
Les images que vous voyez sont des images faites par Georges Adjo, que j'ai connu à l'époque où donc, on a pu travailler ensemble de temps en temps. C'est le pionnier de l'électrophotonique en France. Il a montré comment tout le règne vivant, les humains, mais les plantes aussi, ont un champ d'énergie particulier qui traduit leur état intérieur et qui donne en fait une idée de qu'est-ce qui est partagé, qu'est-ce qui habite, et puis quelle est la qualité quand on mange quelque chose, quelle est la qualité de l'aliment qu'on absorbe, et quand on blesse en fait une plante, comme c'est le cas juste en haut et à gauche. Quand on blesse une plante, il reste toujours une trace éthérique, c'est-à-dire il y a une persistance du rayonnement quand on enlève quelque chose. C'est le cas pour les membres fantômes. On peut continuer à avoir des sensations dans le corps éthérique ou dans un corps émotionnel qui se superposent en fait à l'anatomie qui a disparu, mais qui véhiculent encore des informations vers la conscience ou que la conscience tente de réparer. Je vais passer rapidement dessus. Ça, c'est l'image d'une main. Vous voyez l'effet de couronne qui est là. C'est ça qu'on va utiliser dans la caméra GDV pour avoir une idée de ce qui se passe le long des méridiens et à l'intérieur du corps. Donc les deux théories de la signalisation moléculaire, c'est une diapositive du regretté Jacques Benveniste qui expliquait qu'en fait, il y avait des différents modes de signalisation et que les cellules captaient parfaitement tout, y compris les vibrations, mais qu'on fait ça dans nos voitures continuellement. On est capable aussi bien d'utiliser une clé manuellement que d'utiliser une fréquence. En fait, je vais passer là-dessus. Voilà, les modes de communication biologique, c'est que ce soit une molécule chimique, que ce soit une molécule, enfin un signal homéopathique ou que ce soit simplement une fréquence, tout va passer dans l'eau. Donc littéralement, même quand on fait de l'allopathie, le corps, lui, homéopathise tout. Et ça passe par l'eau. On baigne dans un monde qui est très chargé en toutes sortes d'informations et qui nous perturbe sans qu'on le sente et sans qu'on le sache. Ça concerne tous les âges et maintenant de plus en plus tôt les enfants et les petits-enfants qui ont les mains continuellement sur les tablettes. Ça a des conséquences particulièrement fâcheuses. Nous avons influé sur l'eau avec des impulsions de champs magnétiques extrêmement faibles. Ces champs sont des dizaines de milliers de fois plus faibles que le champ magnétique naturel de la Terre. Cela veut dire qu'ils sont presque négligeables du point de vue de la science moderne. On a introduit des poissons dans une eau traitée de cette manière. Et très rapidement, ils ont donné naissance à une éclosion d'alevins inhabituellement petits. Se ressemblant entre eux, ils se différenciaient pourtant énormément sur le détail. Des stries grises et des taches de couleur, qui n'avaient jamais été observées auparavant, apparurent soudainement sur les abdomens de tous ces poissons mâles, et qui n'existaient pas chez leurs géniteurs. C'est ce que l'on appelle des changements phénotypiques. Et il est d'une importance fondamentale que ces changements n'apparaissent pas seulement chez certains des poissons traités, mais chez tous et pour toute la génération en même temps. Cela s'est manifesté concrètement au cours des expériences. Mais l'expérience révèle aussi qu'il n'y a pas que l'apparence extérieure des poissons qui a changé, mais également leur comportement. Ils ont commencé à réagir à des stimuli externes de la même façon, comme si tout le banc avait développé une conscience collective. Un nouveau domaine de problème surgit alors, qui n'avait jamais été étudié d'aucune manière. Il a donc été décidé qu'il suffirait d'établir qu'en utilisant uniquement de l'eau, on peut modifier le comportement et l'aspect d'animaux. Si l'eau peut vraiment causer une telle influence, ce serait une découverte significative. Mais nous préférons faire plus de recherches sur ces observations avant de les rendre publiques, avant de tout avoir étudié dans les moindres détails. Alors, ce film, je l'ai récupéré en 2007. Il m'avait été amené d'Allemagne. Comme je comprends un peu le russe, ma mère était ukrainienne. Quand j'ai écouté ce qu'il y avait dedans, on l'a fait traduire. On a commencé à le publier dans un forum. Enfin, je travaillais dans une association.
C'est le premier film qui s'appelle Water, que vous pouvez vous procurer parce qu'il est toujours aux éditions Jupiter. Et c'est un film dont on n'a rien fait, je veux dire, collectivement parlant, en termes d'information. C'est la guerre au téléphone portable, aux antennes relais et à leurs conséquences, aux tablettes et à l'utilisation massive chez les organismes immatures qui peuvent être modifiés, même en apparence physique, autant qu'en comportement, pour faire la même chose à tout le monde à certains moments. Vous ajoutez la chimie perturbante environnementale, les vaccinations avec des circuits relais qui permettent de capter les ondes avec le graphène, et vous comprenez dans quoi on se trouve. C'est facile de voir. Alors toute la nature inclut en fait des résonances particulières. Il y a des tendances morbides et manipulatrices, et il y a des tendances naturelles qui peuvent, elles, au contraire, aller dans le sens de l'éveil, du partage et de l'épanouissement. Parce que dans notre ADN, il y a 3% de gènes qui codent pour les protéines, donc le renouvellement des tissus, la gestion de la croissance et tout ça. 3%, ça suffit pour tout faire, c'est dire l'efficacité du système. Et il y a 97% d'ADN, ce sont des longues séquences répétitives qui sont analogues à des antennes de réception, c'est-à-dire des capacités pour capter des fréquences, des ondes, qui sont fonctionnelles ou pas. Si elles sont bien enroulées, elles sont fonctionnelles. Si elles ne sont pas bien enroulées, on ne capte pas. Et tout notre travail pendant toute notre vie, c'est d'essayer d'éveiller le maximum de ces bandes de fréquences, on appelle ça une prise de conscience, pour redevenir communicant avec l'univers tout entier, parce que dans notre ADN, on a des codes d'accès pour tout. Et la nature s'est réparée si on la laisse faire. Et la solution, enfin, à mon sens, c'est l'eau structurée. Il y a un chercheur qui s'appelle Gerald Pollack aux États-Unis, il devrait être prix Nobel. Ça viendra peut-être, mais il est boudé par tous les collèges de physiciens depuis qu'il a décrit le 4e état de l'eau, c'est-à-dire un état cristallin liquide. C'est un état qu'on a sous les yeux dans la nature et qu'on ne voit pas. Par exemple, des nuages qui pèsent des millions de tonnes au-dessus de nos têtes et qui ne tombent pas. Moi, j'ai pris l'avion il y a très peu de temps, je suis rentré de Bosnie. On traverse des nuages et il y a toujours un champ, et un champ avec une sorte d'horizontalité curieuse, parfois quelques boursouflures, mais comme s'il y avait une différence de potentiel. Il y a des charges, obligatoirement, il y a des charges, mais les nuages et l'eau seraient comme ascensionnés jusqu'à un certain étage où il y a un équilibre. Et pour moi, c'est la lumière qui polarise, et c'est ce que dit aussi Pollack. C'est la lumière qui polarise l'eau, c'est elle qui la dissocie en charge électrique et qui lui permet d'adopter des structures particulières. Et elle est capable de transformer, si vous voulez, cette eau qui capte la lumière du soleil, elle va prendre toutes sortes d'informations, elle va pouvoir la restituer d'une manière ou d'une autre. Voilà l'image. Vous voyez ici un gel qui est un gel expérimental mis en témoin. Il y a ici un contenant, un bécher en verre, et vous avez deux états de l'eau, un état cristallin qu'il appelle lui une zone d'exclusion, zone EZ, qui chasse en fait tous les contenants qu'elle avait en solution et qui les envoie au milieu. La couche est plus ou moins importante, elle augmente quand on met la lumière. Infrarouge, ultraviolet, mais les lumières visibles que vous utilisez, dès que vous l'appliquez sur une zone cutanée, et a fortiori s'il s'agit d'un point d'entrée d'une fontaine blanche, comme on dit de temps en temps, en fait, vous pouvez imaginer qu'en fait, instantanément, sous le tissu, il y a immédiatement une restructuration de l'eau et de l'eau cellulaire, une communication qui se rétablit. Voilà l'image que Pollack donne des couches qui se superposent et qui se resserrent parce que cette organisation moléculaire est très dense, plus froide que l'eau habituelle, plus dense aussi. Et en même temps, elle augmente si on irradie, si on y met de la lumière.
Et maintenant, à condition que le matériau soit hydrophile, cette couche se forme. Si on utilise des matériaux hydrophobes, maintenant on transforme les tuyaux de cuivre en plastique multicouche. Or, ce sont des matériaux hydrophobes et ça altère en fait la qualité et la structure de l'eau. Je vais passer peut-être rapidement là-dessus pour ne pas trop vous saouler avec les propriétés de l'eau structurée. Sachez qu'on trouve la capacité à structurer l'eau, elle peut prendre différents visages. La nature, elle le fait aussi bien à très grande profondeur quand il n'y a pas de lumière. L'infrarouge est capable de le faire. Et puis, quand on utilise des sons, des chants, des mantras, toutes sortes de choses, ça structure également l'eau. Les lamas tibétains, ils n'utilisent pas d'appareil pour structurer l'eau. Ils chantent, ils font des mantras, ils répètent. Et cette énergie-là, elle peut servir à toutes sortes de choses, parce que si le corps a besoin d'une certaine énergie, une eau structurée est capable de lui fournir. Elle peut capter un son et le transformer en énergie électrique, par exemple. C'est un convertisseur. Et les longueurs d'onde qui sont réémises par l'eau structurée dépendent de la qualité de structure qu'elle a. C'est-à-dire, si elle est très fortement structurée, on peut imaginer qu'elle peut capter toutes sortes de fréquences et d'ondes et pouvoir rendre une information dont le corps a besoin en convertissant une onde sonore en onde électrique, lumineuse ou autre, ou mécanique, en travail mécanique. C'est comme ça que les organismes vivants s'autorégulent. Il leur manque quelque chose, l'eau peut convertir et les cellules sont capables de le faire. Ce que dit aussi Pollack, c'est que l'eau EZ, donc l'eau structurée, elle pourra contenir des informations spécifiques sur la surface nucléante, c'est-à-dire sur le lit, le contenant dans lequel elle aura circulé. Je vais vous montrer un appareil qui fait en cuivre, avec toutes sortes de vortex et de géométrie. En fait, l'eau est capable de prendre toute l'information du milieu dans lequel elle passe, de le conserver et de le rendre dans le milieu dans lequel elle va s'écouler. Un peu comme on envoie un email. Je vais juste vous rappeler la structure hexagonale donc, qui vient de montrer, comme les abeilles font, hein, comme les nids d'abeilles. Ça se fait au contact, cette eau prend cette structure hexagonale au contact des métaux, des protéines, du graphène et du quartz, avec un pic d'absorption à 270 nanomètres. Ce n'est pas comme 400 nanomètres, qui est aussi dans l'ultraviolet. 270 nanomètres, c'est une fréquence qui est de 1,111 à l'infini sur 10 puissance 6 GHz. Ce qui montre que, enfin, c'est comme ça que je l'interprète, qu'en fait c'est la répétition de 1 à travers en fait, la totalité du monde vivant, comme si le 1 se répliquait dans toutes les formes. C'est donc par le biais de l'eau structurée que, en admettant qu'il y a un créateur, en tout cas qu'il y a une information qui soit à l'origine de tout ce qui existe, c'est comme ça que cette information rentre à l'intérieur de l'ADN de toute la vie existante. Et puis, c'est comme ça qu'on a un lien avec la source de toute vie existante à travers un pic fréquentiel ou une bande fréquentielle. J'ai envie de croire ça. Il faut bien comprendre la différence entre filtré et structuré. La filtration, ça permet d'enlever les masses moléculaires, c'est-à-dire des métaux lourds, des pesticides, des médicaments, toutes sortes de choses. Mais chaque corps que l'eau a contenu laisse sa fréquence, parce que chaque corps est associé à une fréquence, et c'est la fréquence qui est responsable des effets pathologiques dans le corps. Quand vous prenez par exemple un quart de Lexomil, enfin vous en prenez pas, mais quand on prend un quart de Lexomil, on ne peut pas imaginer qu'un tout petit volume chimique comme ça, qui a quand même une action pharmacologique intense et des fois dérangeante, puisse être distribué absolument partout d'une manière égale ou presque. Donc il y a des récepteurs spécifiques, mais la quantité de molécules n'est pas suffisante pour l'ensemble de la distribution corporelle. C'est bien la fréquence associée au médicament qui, elle, est distribuée partout et qui est responsable des effets. Donc il faut s'occuper des fréquences, c'est-à-dire des fréquences résiduelles dans l'eau qui est en fait sa bande passante. C'est ce que disait le professeur Montagnier. Les images que vous voyez sont celles d'un des pionniers de l'eau qui s'appelle Alexandre Lauterwasser, qui est un Allemand, dont on ne connaît pratiquement pas le travail. Ce sont des gouttes d'eau
qui sont posés sur une plaque, un peu comme on a posé du sable pour faire des figures de Chladni. Je me sers. Donc en haut, vous avez une plaque, une goutte, et puis une caméra latérale ou une caméra verticale. En haut, les deux premières images, la caméra est horizontale, et elle montre comment l'eau danse, on dirait presque un organisme vivant, presque on dirait des serpents. Et puis ensuite, on prend l'eau qui bat, qui vibre comme ça par en haut, et on a des images géométriques. En haut, en bas, c'est que de l'eau. Et pourtant, ça reproduit des images qu'on pourrait croire comme des bactéries ou des micro-organismes ou des formes biologiques animées. Le professeur Montagnier disait en fait que l'eau a cette capacité de copier l'ADN d'un organisme vivant et qui peut la transmettre. C'est l'expérience qu'il a faite et pour laquelle on l'a traité de vieux... Donc il a perdu toute sa crédibilité scientifique en France, au moins, parce qu'il disait que on ne peut pas traiter une maladie de Lyme, par exemple, seulement avec des antibiotiques, parce qu'une fois que le germe a libéré son ADN dans l'eau capte la fréquence du germe, est capable de la reproduire. Vous pouvez mettre autant d'antibiotiques que vous voulez, l'eau n'est pas sensible aux antibiotiques, seulement à l'ébullition ou à la congélation. C'est pas facile avec un être humain sans conséquences fâcheuses. Et donc, il faisait cette expérience que dans le tube, il y a un ADN qui est dilué à 10 puissance moins 6, donc une 6DH. Il irradie en fait ce tube avec un champ qui est le champ magnétique terrestre. Il a mis 7 Hz, mais je pense que c'était 7,83. Et simplement pour mettre en communication par le biais du champ terrestre tout ce qui est à distance avec de l'eau. Les autres tubes d'eau vont capter l'information. Et à un moment donné, quand il va chercher cette information dans des tubes où il n'y avait rien, il retrouve le signal à 10 puissance moins 2, moins 3 et moins 4. Et comme si, en fait, l'information s'est répandue dans des supports où, au départ, il n'y avait pas du tout de germe. Donc, il voyait l'ADN comme la tour Eiffel. Ça, ce sont des images d'Alexandre Lauter-Wasser. C'est un peu plus complexe, mais c'est toujours par en haut. Vous mettez une goutte, à certaines fréquences, la géométrie devient de plus en plus complexe. Il y a des mondes qui apparaissent. Moi, j'ai des images extraordinaires. Je ne les ai pas amenées aujourd'hui, mais j'ai des images extraordinaires. On voit un monde dans l'eau avec des fréquences je crois que c'est en kilohertz. Mais c'est extraordinaire de voir tout ce qui peut habiter une goutte d'eau. La comparaison d'Alexandre Lauter-Wasser, c'est les formes qu'il voyait dans la nature. Vous voyez la structure 3-6 à gauche, 4-8 au milieu et 5-10 à droite. Il avait une formation anthroposophique et surtout goethéenne. Je vous ai préparé quelques petites vidéos pour que vous voyez ces différentes manières de structurer l'eau. Là, il y a un courant de 10 000 volts qui passe d'un tube à l'autre. Vous voyez la tension superficielle qu'il y a là? Elle est en rapport avec la structuration. Et là, on la voit ici aussi. Elle tient l'eau en sustentation sans qu'elle tombe. Il s'agit en fait de courants très puissants, mais quand il y a des éclairs lors des orages, on peut imaginer que ça va encore plus haut et que toute l'eau qui reçoit ces orages a une structuration extrêmement puissante qui bénéficie à toute la nature. On voit les animaux se précipiter pour la paix dehors et les végétaux en fait qui se mettent à s'ouvrir comme ça parce que la vie passe par ça. Il y en a une autre, c'est de la recherche scientifique qui montre qu'il y a un rapport entre la structuration et la gravitation. Et qu'en fait, si on structure bien, on annule la pesanteur et qu'on peut faire léviter des objets. Là, il s'agit de deux champs tournants, un dans un sens, l'autre dans l'autre.
avec la même fréquence. Maintenant, ce sont des gouttes d'eau. Alors, je vais vous parler de l'expérience que je fais depuis plus de 15 ans et de l'apport de la caméra GDV de Korotkov pour appliquer cette notion de structuration de l'eau à qu'est-ce que ça fait à un être vivant. Mais moi, je suis médecin et j'avais continué à faire des soins, en tout cas à m'occuper des personnes et de leur état de santé en observant d'eau structurée. Le protocole, c'est quand les gens arrivent, je ne leur dis rien. Et ils mettent les mains dans l'appareil, je leur fais boire l'eau, ils remettent les mains dans l'appareil, puis ensuite je leur montre les images et on commence à parler. De façon à ce qu'il n'y ait pas trop d'interférences de ma part et que je n'oriente pas leur énergie avec des questionnements ou que j'évoque des choses qui puissent les déranger. J'essaye de prendre l'état de la personne quand elle arrive pour juste essayer de faire ressortir ce que l'eau apporte quand elle est structurée. Vous voyez à gauche, en fait, l'eau de ma maison, avant qu'on s'en occupe. C'est une eau, c'est des cristallisations sensibles. C'est une des techniques qu'on utilise en agriculture biodynamique pour regarder la qualité d'un produit, vérifier si c'est bien de la biodynamie et vérifier la qualité des aliments qui en sortent. Et donc, c'est une eau qui est presque morte, qui prend de l'énergie plus qu'elle en apporte. Elle n'a pas de rayonnement en périphérie, elle a un centre qui est pratiquement vide. Comme ça, elle a des cassures. C'est une eau qui est de très mauvaise qualité. Et voilà ce qu'on en fait après avec la structuration, la filtration et la structuration. Vous voyez la gerbe qu'il y a qui va partout. C'est une eau, c'est pas le même monde, quoi. Et de la même manière, quand on utilise la caméra GDV, on peut avoir différents types d'images. Je vais vous en proposer plusieurs. Mais on peut avoir une image de reconstruction. C'est pas l'aura que voient les clairvoyants. C'est l'appareil qui recrée cette aura. Mais elle recrée la charge d'énergie et le rayonnement des organes en les plaçant en différents endroits. Et la personne qui a l'image peut traduire, qualifier, parce qu'on peut faire tourner l'image, avoir le profil de chaque côté. Et vous voyez, après, en 2 minutes, il y a cette différence avec un verre d'eau structuré. On passe de ça à ça. Là, c'était un autre type d'image. Ce sont des personnes, il faut regarder de haut en bas, à gauche puis à droite. 2 personnes différentes. C'est des personnes de ma clientèle qui ont été à un moment donné dans ma clientèle. Je ne suis plus médecin, donc je ne travaille plus comme médecin. Je travaille en conseil en santé. Donc, voilà. Comment on peut rétablir sa santé? C'est un verre d'eau. La personne qui est à gauche est dépressive depuis 20 ans. Quand vous voyez la déviation vers la gauche de la personne, c'est une personne qui est inhibée, dépressive et qui est repliée vers l'intérieur. Quand vous voyez des chakras en haut qui sont décentrés, ça veut dire qu'elle s'interroge sur le sens de la vie et pour l'instant, elle n'a pas de réponse. Quand vous voyez en fait les chakras qui diminuent et qui deviennent comme des têtes d'épingle et qui se déportent vers la gauche de la personne, c'est qu'il y a une entrave à l'expression et à la réaction. En profondeur sur les surrénales, sur les glandes génitales, c'est très clair, sur la thyroïde, puis sur les glandes du cerveau, l'épiphyse et l'hypophyse. Mais au milieu, il y a une force qui est celle du cœur. C'est un être qui aime, mais qui est perdu. Je ne sais pas ce qu'elle fait là, mais elle est dépressive depuis 20 ans. Elle prend un verre d'eau, elle est comme ça. Ça, c'est pas croyable. C'est-à-dire, on ne s'explique pas ça. C'est qu'est-ce qui dans l'eau est capable de faire ça? C'est une question que je peux vous renvoyer aussi. Moi, je me pose toujours des questions, mais ça montre que quand les scientifiques comme Gérald Pollack disent l'eau, elle est capable de prendre une information et puis d'en restituer une autre si le corps en a besoin, ça veut dire qu'il y a une sorte d'intelligence et de génie même dans l'eau, à l'intérieur de l'eau. Et si on sait structurer l'eau suffisamment, alors c'est comme si on ouvrait sa bande passante et on ne sait pas jusqu'où on peut aller. Parce qu'en fait, l'eau, c'est un tout et c'est la polarité féminine de la vie. La vie, c'est la lumière et l'eau.
Et l'eau, elle a connu la lumière de la création depuis l'aube de tous les temps. Elle est probablement encore en contact avec. Mais c'est notre monde, c'est notre façon de vivre, en fait, qui brise l'eau. On voit bien l'état de l'eau de notre monde. Quand je vous dis qu'il n'y a pas un enfant qui naît sain en France depuis 2010 et que rien n'est fait au niveau politique pour que ça change, c'est qu'on ne cherche pas à ce que les enfants s'éveillent et qu'on les traite comme les poissons rouges dans le bocal, depuis le début, pour qu'ils baissent la tête et puis qu'ils ne posent pas de questions. Alors quand j'entends qu'ici, il y a beaucoup de personnes qui posent des questions aux formateurs, je trouve que c'est particulièrement encourageant. L'autre image sur la droite est, par opposition à celle-ci, quelqu'un qui est réactif, très structuré mentalement. Quand vous voyez un chakra frontal comme ça, c'est un hypermental et très réactif. C'est-à-dire, il ne faut pas trop lui marcher sur les pieds parce qu'il doit avoir une pratique martiale. Il contrôle son émotion, il a une énergie vitale qui est forte, il a des surrénales qui débitent fort. Vous marchez sur les pieds, il tape. Enfin, c'est un guerrier, quoi. Mais vous voyez en bas, un verre d'eau structuré, pareil, ça revient à l'équilibre. Ce qu'il y a d'extraordinaire dans l'eau, c'est qu'elle est capable d'exciter quelqu'un qui est trop mou et de calmer quelqu'un qui est trop excité. Qu'elle cherche toujours l'équilibre. Ce qui manifestement représente un gain à la fois de rayonnement, d'alignement et d'ouverture, qui est un effet cristallin. Là, c'est une expérience particulière. J'ai participé pendant quelques années à des séances rituelles d'ayahuasca avec des chamans au Brésil. Et il y avait un groupe de travail, et donc moi je venais avec la caméra et j'étudiais comment les choses se passaient pour certaines personnes, surtout ceux qui ne sortaient pas bien de la séance. Donc j'avais amené l'appareil et celui-ci est une des personnes qui est sortie pas bien alors qu'il est quand même, vous voyez, il est aligné quand même. C'est quelqu'un qui a fait tout un travail déjà depuis longtemps, mais qui ne peut pas intégrer l'information qu'il a contactée avec la plante et qui s'est complètement replié. C'est un indice maximal de stress. Pour Korotkov, il était à 10. Là. Voilà, il a pris 2 verres d'eau. Lui. Imaginez ce que vous pouvez faire avec de l'eau structurée. La personne que vous voyez là à gauche, c'est un professeur d'éducation physique qui est bien dans son corps, qui prend déjà de l'eau structurée, mais qui contrôle tout, montre rien. On peut se servir de l'eau structurée pour mettre dedans une lumière, un remède, dont vous testez le besoin chez la personne et que vous pouvez lui administrer tout de suite. Là, j'ai mis un remède que j'avais testé, qui est du Cell-Food, qui est un complément alimentaire. Tchung, pareil. Ici, c'est une dilution de sépia en 30 000 K que j'ai utilisée pour une personne qui manifestement est en démarche spirituelle ancienne, qui est bien centrée, qui aime et qui est cohérente dans sa vie, mais qui passe par une phase dépressive. Avec de l'eau structurée, on teste, enfin moi je peux tester et préparer tout de suite du sépia en 30 000 K. J'ai une machine pour le faire, une machine anglaise. En 2 minutes, c'est fait. Et hop, ça s'aligne tout seul. Il y a des vagues qui peuvent passer de cette manière très rapidement. Voilà l'appareil. C'est un appareil qui a été conçu, qui a été construit avec un ami qui est architecte d'intérieur, qui fait toutes ses mains. Ce n'est pas le premier modèle, hein. L'eau monte par derrière, là. Elle tourne à gauche en montant. Elle est divisée au-dessus. Et puis ensuite, elle traverse. Elle est divisée en 2 dans des courants parfaitement synchronisés, au 10e de millimètre près, avec une torsion gauche d'un côté, droite de l'autre, pour que les 2 courants se mélangent dans la matrice de sortie en torsion droite, qui est une torsion constructive. C'est une torsion, un mécanisme de torsion qui ouvre. Contrairement à la torsion gauche qui a tendance à resserrer, à refroidir, à refermer. On a besoin des 2 mouvements. Il y a des moments qu'on ne peut pas gérer où il faut pouvoir annuler un ressenti temporairement avant de pouvoir en faire quelque chose. Donc j'ai laissé à la sortie juste un flyer pour ceux que ça intéresse, qui veulent aller regarder le site internet sur lequel j'ai mis beaucoup de choses. Voilà la géométrie cachée de l'appareil. La torsion gauche, elle est derrière pour effacer. C'est 1, 3, 5, 8. C'est le début de la série de Fibonacci. Et puis 13 ici.
La série de Fibonacci, elle génère les proportions dorées, c'est-à-dire le nombre d'or est à la base des principes d'harmonie et de relations mutuelles profitables. Et c'est inscrit dans notre ADN. Toute la nature est construite sur le nombre d'or. Et l'appareil a été construit avec du cuivre, de l'argent et sur le nombre d'or dans toutes ses parties. Donc il résonne avec les bases à la fois philosophiques et biologiques sur lesquelles nous sommes construits. Et toutes les personnes qui goûtent cette eau font quelque chose. Elles n'ont pas toutes la même réaction des images que je vous ai montrées. Parce que parfois, quand on bloque complètement son corps émotionnel, qu'on bloque son émotion, eh bien, on n'arrive pas à laisser aller. Mais l'énergie change en attendant l'instant favorable. Il y a d'autres moyens pour, par exemple, ouvrir à ce moment-là une zone qui est complètement fermée. Si vous savez traiter soit les méridiens, soit choisir les lumières dont la personne a besoin pour réouvrir les portes que pour l'instant elle ne peut pas gérer. Voilà, je vais vous montrer un petit truc pour rire. Regardez attentivement. Il y a un couplage étroit entre le flux d'eau et la torsion qui était installée dans le tube de cuivre qui annule sa pesanteur et la fait monter. Victor Schauberger décrivait les nuits de pleine lune, parce qu'il était au début garde forestier avant d'être physicien, où il était les deux ensemble. Il décrivait comment les très grosses truites, les nuits de pleine lune, ascensionnent des cascades infranchissables de cette manière. Elles savent faire ça. Et probablement, on a ça au fond de nous, puisque c'est codé à notre ADN. Et il y a des êtres comme le Padre Pio qui lévitaient quand il faisait la messe. Sainte Thérèse d'Avila. C'est-à-dire, le principe qui annule la pesanteur est associé à des principes de ce genre. Il y a une unité intérieure et une unité de mouvement, et si le couplage se fait, la pesanteur disparaît. Bon, vous avez vu, je ne vais pas faire ce détail-là. Voilà, il faut savoir que, et je vais terminer avec ces 2-3 images, pour les physiciens, en fait, c'est l'espace entre les molécules d'eau dans les cellules nerveuses qui conditionne l'espace mental de ressenti, qui a donc un lien très étroit entre l'état de notre conscience et l'état de l'eau de notre cerveau. Et quand on a des téléphones avec des écouteurs, avec des casques, ça change des choses, quoi. Et pour le physicien Robert Penrose, il dit que c'est le cytosquelette, c'est-à-dire les tubulines, qui forment l'architecture de chaque cellule, qui change et qui modifie automatiquement la forme de l'ADN. Ce qui donne naissance à ce qu'un autre physicien, enfin c'était un biologiste, Rupert Sheldrake, lui il appelait la résonance morphique, c'est-à-dire une modification qui s'opère à l'échelle d'une protéine dans un microtubule, puis un cytosquelette cellulaire amène une modification d'une cellule, et cette cellule peut modifier un organe, un organisme et l'ensemble des organismes. C'est la goutte d'eau, en fait, qui contamine l'océan. C'est ça, la résonance morphique. Et puis, voilà, je passe rapidement là-dessus. Vous savez que les eaux de lumière blanche, peut-être vous n'en avez pas entendu parler, mais c'est une biologiste du CIREM qui étudie les eaux et qui dit que quand elle utilise de l'eau de Medjugorje, qui est en Yougoslavie, en Bosnie plus exactement, dans l'ex-Yougoslavie, ils ont guéri des bassins de truites malades avec 3 gouttes de l'eau de la source. Des milliers d'animaux qui vivent confinés dans des bassins et où il y avait une mortalité importante, la mortalité disparaît en 3 jours avec quelques gouttes. C'est plus fort que l'homéopathie encore. Ça rejoint ce que disait notre ami tout à l'heure, c'est quand il utilise des dilutions corsacoviennes en 700 000 cas, si j'ai bien retenu, plus vous montez haut, plus vous allez chercher l'information très très haut et plus l'action est puissante. Comment faire pour ouvrir nos ailes? On nous a montré le chemin, c'était en 2009, c'est un crop circle. C'est une invitation à ouvrir tout ce qui est à notre disposition pour passer dans l'autre monde dans lequel on a déjà les pieds. Et que les conditions pour faire ce passage, Emoto en avait parlé en disant que les plus belles cristallisations d'eau, il les obtenait avec 2 mots, amour et gratitude. Merci Emoto. Je ne sais pas s'il y a du temps pour les questions. Voilà,
qu'il y a des questions sur cette intervention? Allez, notre diplômé d'aujourd'hui. Ce qui m'intéresse en première question, c'est comme partout, mais de façon un peu plus précise en Guadeloupe, avec la problématique du chlordécone qui pollue toutes les rivières. Bien sûr, on utilise du charbon actif et on fait ce qu'on peut pour diminuer l'ingestion de ce chlordécone. Donc, y a-t-il un procédé qu'on pourrait utiliser en plus, parce que c'est la question qu'on se pose, pour éliminer tous les résidus, toutes ces charges dont la population est imprégnée? Alors, il y a deux volets. Il y a le fait de capter les molécules et de les fixer dans un support, comme le charbon actif. Ça ne la détruit pas. Ça neutralise les polluants pour un organisme ou un ensemble d'organismes ou une petite région. Mais les polluants n'ont pas disparu. Il faut encore en faire quelque chose. Soit si on arrive à faire de l'incinération des polluants, soit trouver un autre moyen pour désorganiser ces molécules, c'est-à-dire les fractionner en bouts non polluants. On n'a pas encore considéré que c'est un problème suffisamment urgent pour consacrer des budgets pour faire ça. Techniquement, je suis sûr qu'on est déjà capable de faire ça. On est déjà capable de détruire des molécules en milieu confiné, c'est-à-dire d'amener des polluants, les mettre en solution liquide, et puis d'appliquer des champs de dissociation moléculaire qui permettraient d'avoir de l'azote, du carbone, de l'oxygène et de l'hydrogène, et plus de molécules actives ou nocives sur le plan biologique. Mais pour ça, il faut consacrer vraiment de la recherche et un budget pour obtenir cette vision-là. D'abord, on arrête d'en produire. Ensuite, on protège, et en même temps, on protège les gens et les populations, et déjà les populations les plus jeunes. Et ensuite, on crée des centres de dépollution. Mais je suis sûr qu'on peut arriver à faire ça. On n'a pas encore utilisé toute la connaissance et la ressource technologique qui est la nôtre. Utiliser des fréquences pour dissocier des molécules, je suis sûr qu'on est capable déjà de le faire, mais ce n'est pas intéressant. La maladie rapporte trop. Oui, mais l'autre versant de la question, c'est, puisque même dépollués, nous avons toujours ces mémoires dans l'eau qu'on peut avoir. Oui. Même si nous mettons des filtres, nous avons ces mémoires. Oui, est-ce que ce type d'appareil, est-ce que ça peut s'utiliser au niveau individuel? Est-ce qu'il existe des appareils qui sont plus performants qu'on pourrait utiliser dans des gros volumes? C'est déjà prévu. Celui-ci, c'est l'appareil médian fait pour il est en 16 mm de diamètre. C'est fait pour une maison et pour une grande famille. Il y a des appareils en 8 mm qui existent pour les gens qui sont attachés à l'osmose et qui veulent continuer à faire l'osmose inverse. Et on couple à l'osmose inverse en sortie parce qu'il ne faut pas boire une eau osmosée, il faut la structurer derrière. Et ensuite, il y a des appareils en 32 mm, mais l'appareil fait 1,30 m comme ça, il est haut comme ça. Et les volumes sont ils passent par du 32 mm pour traiter des gros volumes d'eau. Donc on utilise ça pour les agriculteurs, les éleveurs, les gens qui ont des puits et qui traitent des grands volumes de population ou de terrain, des cultures. Mais il faut structurer l'eau pour effacer la mémoire. Sinon, elle continue de produire l'information chlordécone, même quand vous avez filtré et fixé la molécule sur le charbon, ce que je vous disais avec les images. Je crois que c'est Marc-Henri qui a travaillé sur l'eau aussi. Oui. Et puis, j'avais des réflexions qui étaient venues dans la mesure où dans les médecines asiatiques, on prend le pouls pour avoir une idée de la santé de la personne. Donc, je m'étais dit, tiens, ça doit être il doit y avoir une espèce d'eau structurée qui donne ces informations aux médecins pour comprendre comment fonctionne l'organisme de la personne, puisque certains même arrivent à voir un peu quelle est la conscience de la personne. Et il y avait un autre point aussi, c'est que j'avais lu, peut-être, je ne sais pas si c'est lui ou pas, qui disait que le rythme cardiaque était la résultante de tous les rythmes cellulaires de la personne. Et que donc ça aussi, ça passait par l'eau, puisque le vecteur, c'est le sang, etc. Absolument. Pour moi, c'est le résonateur fondamental qui baigne absolument tout l'organisme et tous les organismes, même à distance, qu'il n'y a pas des gouttes d'eau. On est des gouttes d'eau séparées, mais en fait, il n'y a pas de distance quand vous représentez-vous les deux béchers qui avaient été utilisés par Fritz Albert Popp, où il coupe
au milieu, une même culture cellulaire de départ, imaginez que l'humanité, c'est une même culture cellulaire de départ, que des frères et des sœurs, ils sont dans une même culture cellulaire, même si on partage ils sont en différentes localisations anatomiques, il y a un lien qui reste, et l'eau de départ, c'est l'eau matricielle de leur mère, et leur ADN mitochondrial, c'est qui fait le lien avec la nature. Les enfants, ils portent exactement la même odeur et le même fonctionnement métabolique, mais ce n'est pas que la mère. C'est au-delà de la mère, il y a les ancêtres qui sont là aussi, dans d'autres couches de mémoire. Il n'y a rien qui se perd sur le plan informationnel. Et on peut apprendre à travailler sur notre ADN pour justement corriger, effacer, apaiser ces aspects-là. Moi, je travaille avec les poux depuis 40 ans. Mais des poux d'auriculomédecine, c'est ce qui me permet de choisir très très vite, parce que mes doigts vont plus vite que mes yeux, et très très vite ce qu'il faut à une personne, ce qu'on peut mettre dedans quand l'eau ne suffit pas. Et le corps est prêt à capter n'importe quelle information pour peu qu'elle soit constructive, il l'absorbe instantanément avant même qu'on lui donne. J'ai testé déjà de l'eau, avant de la faire boire, je la pose sur le plexus solaire pour regarder tout de suite ce qu'elle va faire. Et bien sûr, je la donne si l'effet est manifestement positif. Mais le corps a déjà pris l'information alors qu'il n'est pas encore en contact avec. Imaginez quand vous baignez dans une eau ou que vous baignez un enfant dans une baignoire où il y a 200 molécules. On ne se rend pas compte de ce monde-là et de l'effet que ça a sur notre vie de tous les jours et sur le devenir en fait, de notre civilisation tout entière. On a un besoin, c'est urgent et crucial de faire quelque chose. Oui, merci.